Mon rôle, c'est d'optimiser des conversions. J'ai une agence de CRO, de Conversion Rate Optimization. La réalité, c'est que le taux de conversion, c'est la donnée la plus faussée à regarder parce qu'elle est impactée par plein de facteurs. Et quand tu le regardes de manière globale sur ton Shopify, tu peux dire que c'est bien 1, 2, 3%, 4%, tu peux dire que c'est très bien même potentiellement si tu regardes par rapport aux averages du marché. La réalité, c'est que par exemple une marque qui est virale, elle va avoir un taux de conversion qui est dégueulasse parce qu'elle ramène beaucoup de touristes sur son site. Dans un premier temps, tu fais pas 100 000 balles de chiffre d'affaires, passe pas trop de temps à retourner tes analytics. Assure-toi que ton funnel il fonctionne déjà, qu'il n'y ait pas de bug ou de problème, parce que c'est la source numéro 1 d'anéantissement d'un taux de conversion. C'est très vrai. C'est quoi les 3 tests ou 2 ou 3 tests que tu recommandes à faire en priorité qui ont le plus d'impact? 3 tests, très concrets. Bam. Allez, offre, carousel produit et Allez, bah vas-y, explique. Bonjour à tous, c'est Thomas Benson et on se retrouve 5 ans après pour refaire l'interview de Thomas Giraud. Mesdames et messieurs, je suis très excité. Aujourd'hui, on est avec la star de l'A/B testing en France, le roi du CRO, si je puis dire. Thomas Giraud nous rejoint, je serais content parce que là, je suis un peu honoré, c'est un grand ami. Avant tout, Thomas, il faut le dire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en plus. Thomas est le fondateur de Deployer, J-Deployer, pardon, qui est peut-être l'une des plus grandes agences CRO en Europe, qui a Boku, Ingia, Hydratis, Maveration, parmi les plus grandes marques françaises dans son portfolio client. C'est aussi le fondateur d'un des thèmes populaires d'un des thèmes Shopify les plus populaires d'Europe, le thème Full Stack, d'accord, qui est un thème Shopify Conversion First, SEO friendly, thème qui possède en fait, comme toutes les apps Shopify, mais qui regroupe au prix d'une seule app. Et donc c'est super qu'on t'accueille aujourd'hui parce qu'on a vraiment la chance d'avoir une pointure qui arrive sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse détailler un petit peu tous ces sujets-là. Moi j'ai envie qu'on parle de CRO, d'A/B test, d'optimisation de taux de conversion. Qu'on parle de ça dans une approche qui est faite pour des débutants, des gens qui ont une boutique qui effectivement fonctionne un petit peu mais qui n'en sont pas encore aux grandes échelles. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui vaut le coup d'être fait. Mais avant tout, Thomas, merci d'avoir pris le temps. On sait que tu es une star, tu prends le temps de venir nous voir sur YouTube, ça fait plaisir. Avec plaisir, merci pour cette intro et cette énergie, Thomas. Il en faut, il en faut. Quand on voit toujours de l'énergie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te retrouver et j'ai hâte de dérouler un petit peu les questions, qu'on rentre un peu plus dans le concret. Tout à fait, mais on va le faire tout de suite. Rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer, donc toi, ce que tu faisais avant, donc avant tu étais dev, tu as fait l'école 42. Tu as été justement très populaire parce que tu as fait une vidéo YouTube qui était très populaire sur le sujet. Donc l'école 42, l'une des meilleures écoles de développement de France, je pense qu'on peut le dire. Et ensuite, voilà, tu t'es lancé dans l'e-commerce. Est-ce que tu peux expliquer un peu voilà, ta transition, ton petit parcours e-commerce, ensuite comment tu es allé sur monter J-Deployer pour qu'on comprenne un peu ce que c'est qu'une agence CRO, l'impact que ça a. Et après, on ira sur quelques questions pour que les gens puissent prendre de la valeur très rapidement. Let's go. Brièvement, ouais, background technique. Donc le but c'était de devenir développeur à la base et puis ensuite quelques embûches sur la route ont changé le plan. J'ai commencé à monter une première agence dans 42 et là j'ai découvert un petit peu plus que en fait je voulais monter des boîtes toute ma life et naturellement j'ai dérivé de plus en plus vers la partie sales voire même stratégie, marketing et aujourd'hui on va dire que la majorité de mon taf c'est plus du tout de la technique, c'est plus de la strat. Et pour faire la transition, ouais, j'ai commencé un peu freelance dev, ensuite un peu spécialisé e-com. C'était un peu le même métier, mais dans une niche qui était beaucoup plus fine et où je me retrouvais instantanément tout seul, alors que je faisais exactement la même chose, tu vois. En quelle année c'était ça? C'était en 2019-2020, début 2020. 2019-2020, voilà. Et aujourd'hui, pour aller un petit peu à l'état actuel, mon rôle et ce qu'on fait, c'est de construire un écosystème de solutions pour le e-commerçant de toute taille. Tu veux que j'aille plus loin? C'était marrant. Ok, donc parce qu'effectivement, le débutant, tu les aides avec le thème Full Stack. Exactement, le but c'est de couvrir le cycle du e-commerçant, voilà, explique un peu ça. Dès son point d'entrée jusqu'à son développement maximal. Il n'y a pas de limite en fait, parce que tu le vois un petit peu même toi sur ton développement par marché ou ailleurs, même si tu atteins un cap à un moment, tu vas pouvoir le casser par des nouveaux produits, par une nouvelle audience, par un nouveau pays ou autre. Et donc le but ça va être vraiment de fournir des outils qui regroupent toutes les meilleures pratiques pour les commerçants qui débutent, les accompagner dans les étapes de croissance par potentiellement
du développement ou des petits ajustements jusqu'à la partie optimisation, test et méthodo pour optimiser ton funnel de manière vraiment personnalisée et sur mesure pour ton trafic, ta niche, ta typologie de produit. Super, super. Bon, top. Alors du coup, donc effectivement, tu es une boutique e-commerce, donc voilà, ça y est, tu commences à démarrer, tu as un peu de traction, tu fais entre, voilà, on va dire 10 et 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Quel KPI, effectivement, on regarde quand on veut améliorer son taux de conversion? Parce qu'on parle toujours du taux de conversion, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont parler du revenu par utilisateur, de plein de choses. Toi, quels sont les chiffres que tu regardes? Tu arrives sur une boutique, c'est quoi les premiers chiffres que tu regardes pour voir si la situation elle est bonne ou pas? Tu vas regarder le CA, ok, mais après tu vas regarder quoi? Écoute, je pars du principe que pour moi, si tu fais moins de 50 000 balles par mois en e-commerce, c'est toujours un stade très early de ton développement. Et la meilleure manière d'augmenter ton taux de conversion, c'est d'augmenter la qualité du trafic que tu ramènes sur le shop à partir du moment où le site fonctionne. C'est un peu ce qu'on disait hier dans la conf qu'on a fait. C'est que le plus gros impact que tu vas pouvoir avoir sur tes conversions et ton revenu à court terme ou dans un stade plus early, il est sur ton travail le travail que tu vas mener en acquisition. Et c'est même mieux de le penser comme ça, parce que plus tu vas mettre d'attention sur le site, les emails ou ailleurs, plus tu vas te disperser, perdre de l'attention et du focus sur ton acquis, qui est le nerf de la guerre pour stabiliser des ventes et passer cette première grosse étape, on va dire. Maintenant, si tu veux regarder le site, mon rôle, c'est d'optimiser des conversions. J'ai une agence de CRO, de Conversion Rate Optimization. La réalité, c'est que le taux de conversion, c'est la donnée la plus faussée à regarder parce qu'elle est impactée par plein de facteurs. Et quand tu le regardes de manière globale sur ton Shopify, tu peux dire que c'est bien 1, 2, 3%, 4%, tu peux dire que c'est très bien même potentiellement si tu regardes par rapport aux averages du marché, mais la réalité c'est que ça veut rien dire parce que tu mêles souvent plusieurs sources de trafic, plusieurs niveaux d'éducation de ce trafic-là. Parfois il y a des périodes de promo, parfois il y a des utilisateurs qui reviennent des emails, parfois il y a de la récurrence ou autre. Tous ces utilisateurs sont mélangés et te donnent un taux de conversion moyen à la fin. La réalité, c'est que par exemple, une marque qui est virale, elle va avoir un taux de conversion qui est dégueulasse parce qu'elle ramène beaucoup de touristes sur son site. Une marque qui fait beaucoup du SEO, elle va avoir un taux de conversion qui est claqué parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs sur le blog qui n'achètent pas. Une marque qui contrôle très bien son trafic sur Facebook Ads, qui ramène que des utilisateurs très qualifiés par une source qu'elle contrôle, elle va avoir un taux de conversion qui est naturellement meilleur. Une marque qui a une très grosse AOV, elle va avoir un taux de conversion explosé. Mais ça ne veut pas dire à la fin que ton business ne tourne pas. Tu vois. Donc, tu ne peux pas baser l'intégralité de la performance. Donc le mythe du taux de conversion, c'est faux, quoi. Voilà. Le taux de conversion, ce n'est pas le chiffre principal. Donc quand on est un expert comme Thomas Giraud, qu'est-ce qu'on regarde? Un taux de conversion global, c'est pas la donnée principale sur laquelle tu appuies, on va dire, ton émotion ou la situation de ton business. Mais comme le ROS, tu vois, genre il veut tout et rien dire, il est précis sur la performance de tes publicités, mais il y a des données encore plus fines que tu peux aller checker. Et ben ça commence par le segmenter. Déjà, d'isoler ton taux de conversion par page de destination, d'isoler ton taux de conversion par source de trafic, voire même par créative, pour les emails, d'exclure le taux de conversion sur les articles de blog, etc. Ça va déjà te donner un petit peu une source d'information qui est plus claire sur aujourd'hui, quel est mon trafic le plus éduqué ou qualifié, où est-ce que je peux avoir le plus gros impact sur mes performances. Et puis évidemment, le but, ça va être de rassembler un maximum de données, outre le taux de conversion, pour améliorer simplement ta compréhension de ce qui se passe sur ton site. Ce qui est souvent difficile à comprendre parce que du coup, on n'est pas dans les chaussettes de notre utilisateur. Et le rôle, c'est de récupérer assez de pièces pour pouvoir s'y mettre, quoi. Ouais. Donc, du coup, je vais sur Analytics, sur mon Shopify, rapport, j'imagine. Et je peux break down par URL ou... typiquement, j'ai un funnel classique où effectivement, j'ai peut-être plusieurs pages, etc. Donc, je comprends bien qu'il faut que j'isole sur mon funnel sur laquelle, imaginons que j'ai un trafic Facebook, je veux analyser le taux de conversion de mon trafic Facebook. Voilà, du coup, je dois avoir j'imagine que j'ai un URL lié à cette page spécifique. Donc, je dois aller dans le rapport sur Shopify pour regarder ça, c'est ça? Petite problématique de Shopify, c'est qu'aujourd'hui, ton analytics de visiteurs, tu l'as que par destination. Encore pour le moment. C'est dommage parce que du coup, tu vois où les gens atterrissent, mais tu ne vois pas forcément où ils vont.
et du coup on va assigner un taux de conversion à la destination. C'est une part d'information, mais c'est pas toutes les informations. Donc aujourd'hui, tu es encore dans une situation où tu peux pas te contenter à 100% de tes analytics Shopify malheureusement, et tu dois les coupler à ton BM ou d'autres solutions qui sont connectées à ton business manager ou autre régie publicitaire pour avoir les données de l'acquisition, une partie des données du Shopify et du site, et généralement tu couples un Google Analytics pour connaître un petit peu plus le parcours. Tu as beaucoup de pertes de données sur Google Analytics, donc tu peux quand même te baser sur des pourcentages pour connaître un petit peu ce qui se passe, mais si tu regardes le nombre de visites à part égale, tu auras souvent des différences avec le C'est Shopify. quoi le 80-20, alors des données les plus simples à accéder sans setup, voilà, je sais pas, un système complexe. Qu'est-ce que tu dirais? Ok, vraiment le 80, bon, alors tu regardes ça sur Google Analytics, bam, c'est ça qu'on va optimiser, telle maîtrise que tu peux accéder de telle manière. Je dirais qu'en fait, dans un premier temps, tu fais pas 100 000 balles de chiffre d'affaires. Ça va peut-être être. Je pense pas que ça va être dur à entendre, au contraire. Mais c'est une réalité. Te passe pas trop de temps à retourner tes analytics. Assure-toi que ton funnel il fonctionne déjà, qu'il n'y ait pas de bug ou de problème, parce que c'est la source numéro 1 d'anéantissement d'un taux de conversion. C'est très vrai. Donc teste ton site et regarde des choses de concret visuelles, parle à tes clients, parce que c'est eux qui vont te donner le plus de réponses sur ce qui déconne ou potentiellement ce que tu dois ajuster dans ton discours et sur ton site. Ajoute et touche à tes fondations, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, naturellement, si tu regardes un petit peu tes données de loin, avec ces 3 débuts d'ajustement, tu vas déjà voir tes performances on-site s'améliorer. Si tu cherches trop loin, en fait, le truc, c'est que par exemple, tu pourrais même utiliser, nous on utilise beaucoup des logiciels de heatmap, genre Clarity, Lucky Orange ou Hotjar. Ça donne beaucoup d'informations. Mais d'un autre côté, tu peux, comme dans les analytics, passer ta semaine entière à retourner des heatmaps et à regarder des recordings de sessions en te perdant et sans apprendre réellement grand-chose à la fin. C'est un peu un piège aussi. Donc oui, il faut savoir quoi regarder, mais d'un autre côté, ce que tu regardes est vachement aussi propre au site. En fonction de sa source d'acquisition, en fonction de son produit, est-ce qu'il a, en fonction de sa méthodo, est-ce que c'est des boutiques sur lesquelles il y a des gros catalogues ou un produit seul, tu vois, c'est difficile de donner une réponse qui est générique. J'entends, ok, très bien. Donc du coup, maintenant on sait ça, donc effectivement c'est intéressant. À ce stade-là, on passe pas trop de temps sur les analytics, on regarde les bugs, on appelle les clients pour comprendre l'info, je vais pas acheter parce que en fait je savais pas quelle taille était ce truc là. Ah donc faut que je rajoute une info de taille. Ça je l'aurai pas dans mes analytics, donc faut que j'appelle des clients. Ouais, alors... en fait c'est toujours coupler des données plus ou moins quantitatives et qualitatives. Les études que tu vas faire avec tes clients, tu peux les appeler, c'est vraiment une mine d'informations. Généralement ce que tu fais, tu leur poses tout le temps les mêmes questions et tu vas essayer de trouver des points communs dans leurs réponses. Ça va te permettre de comprendre plein de choses. Mais tu peux aussi faire des enquêtes sur ta thank you page ou par email. Et donc, il y a plusieurs manières de récupérer de l'information d'un point de vue utilisateur, que ce soit par le support, que ce soit par les enquêtes que tu vas envoyer à n'importe quel endroit du site ou de l'expérience. Comment on met en place une enquête post-purchase? Il y a des apps. Genre tu tapes quiz. Sur quiz checkout ou quiz thank you page sur Shopify, tu t'en trouves. Triple est très bien d'ailleurs, c'est gratuit donc c'est pratique. Vous l'installez et en fait, pour expliquer, on a un petit formulaire qui apparaît sur la page de remerciement. La personne vient de faire un achat et elle peut remplir des informations. Vous pouvez poser une question du type est-ce qu'il y a un élément sur vous, votre comportement d'achat, que nous devrions savoir qui a fait que notre produit était spécifiquement pertinent? Ou alors, si je veux un produit pour cheveux, quel problème principal que vous avez avec vos cheveux? Est-ce qu'ils sont cassants, X, Y, Z? Et en fait, en comprenant mieux les problématiques de votre client, en cernant mieux, ok, effectivement, là je faisais des publicités un peu pour tout le monde, mais je vois que c'est toujours des personnes avec des cheveux cassants qui viennent. Je peux peut-être adapter mon copy, comment j'écris sur mon site internet pour ça, même mes publicités. Donc la data, c'est une mine d'or, tu as raison. Et effectivement, le post-purchase forme sur la thank you page, c'est très bien. Autre exemple de Karl qu'on a vu hier, typiquement lui, sur son formulaire de thank you page, il a appris que Google n'était pas une source de trafic qui lui apportait réellement des revenus, alors que l'attribution sur Google, ça signait beaucoup de transactions. Et donc lui, s'il regardait son business manager Google, il voyait de la rentabilité, mais la réalité, c'est qu'il a découvert qu'une minorité, mais un très faible pourcentage d'utilisateurs les avait trouvés réellement par Google. Et au final, en coupant ou en réduisant drastiquement les budgets sur Google, il a réussi à les retrouver beaucoup de rentabilité, sans forcément
forcément qu'ils s'en rendent compte. Donc oui, c'est un mix où à la fin, parfois les analytics ou les données quantitatives te donnent des insights qui peuvent être contredits par des réponses utilisateurs. Et c'est toujours un jeu de coupler toutes ces informations-là ensemble pour vraiment comprendre ce qui se passe. Autre moyen de récupérer de l'info, tu vois, tu as parlé de soins capillaires ou cosmétiques, etc. Il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est les formulaires de diagnostic. Et ça, c'est une mine pour orienter le parcours de l'utilisateur, mais aussi et surtout pour récupérer de l'information sur ce qu'il recherche en moyenne. Potentiellement derrière, le connecter à ton système de mailing et taguer les utilisateurs, les mettre dans une liste spécifique pour pouvoir les travailler de manière encore plus personnalisée. Donc ouais, il y a plein de moyens de faire, mais aussi toujours des moyens qui s'adaptent et qui sont spécifiques à ta niche. Donc du type, ce que tu veux dire, c'est je vais avoir dans mon header un lien, faites le test ou quel est votre type de peau, votre type de cheveux, tac, et là je vais avoir un formulaire, vos cheveux ressemblent à ça, ils ont telle couleur, votre problème principal c'est ça, diagnostic, votre meilleur produit c'est ça. Ouais, tu leur expliques exactement pourquoi. Ils sont dirigés vers ce produit. Tu peux adapter et dynamiser le contenu de ta fiche produit ou de ta recommandation par rapport à ce que tu as appris pendant le funnel. Ajouter une petite réduction, tu captures du mail. Enfin bref, c'est des solutions puissantes, lourdes à mettre en place parce qu'il y a souvent de la logique. C'est pas le truc que tu mets en place par défaut. Ça marche beaucoup beauté en fait, hein, c'est vrai. Jones Road Beauty font beaucoup ça. D'ailleurs que je vous recommande de regarder, c'est une très très bonne marque US, Jones Road Beauty. Ils font ça avec Arcanaia ou un truc comme ça, le formulaire. On a plein. Bon, Typeform, c'est la manière la plus basique. Tu peux faire des grosses logiques dessus. Et sinon, Lantern Quiz, intégré direct à Shopify. Cool, super. La deuxième chose que je voulais voir avec toi, Thomas, donc du coup, maintenant qu'on a plus de contexte sur les tests et effectivement ce qui est 80-20 à faire, parce que voilà, je pense que quand on fait l'e-commerce, il y a toujours beaucoup de bruit. Beaucoup de brouillard, je regarde mes vidéos sur YouTube, le top 5 des applications Shopify à installer, Thomas il nous dit de faire ci, puis après il y a l'autre Thomas, il nous dit de faire ça, puis bon il y a plein de Thomas partout sur YouTube qui m'expliquent comment faire le cas. Ne faites pas ça alors qu'on m'a dit avant qu'il fallait le faire, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Et en fait voilà, l'important je pense que c'est effectivement il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes, le sujet c'est à quel point le son à votre niveau à vous, et souvent il y a beaucoup de bruit, et je pense que c'est très justement très transparent de ta part de dire qu'effectivement l'A/B testing, la conversion, le CRO, etc., effectivement ça sera plus à une étape plus avancée, mais qu'à cette échelle-là, déjà si on essaie de comprendre le client pour pouvoir adapter le copywriting, si on essaie de voir qu'il n'y a pas de bug, là on est dans le 80-20 de ce qui fait pas mal de choses. Ouais, puis même sans parler avant même de lui parler, tu vois, tu as plein d'insights qui vont ressortir de tes tests en publicité, qui vont aussi te permettre de comprendre qui est réellement ta cible. Est-ce que ta première hypothèse était vraie? Et donc en fonction de ce qui va réellement marcher en acquisition, tu peux déjà commencer à adapter le contenu ou l'expérience que tu as sur ton site pour que ça reste cohérent. Très pertinent. Du coup, la deuxième chose que je voulais voir avec toi, c'est le sujet effectivement des tests. Les tests les plus intéressants à faire quand on en vient à faire du CRO, parce que du coup, effectivement, on a mentionné tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même une gamme de tests, je pense, qui est assez intéressante, que tu peux peut-être évoquer. Donc, ma question, c'est, effectivement, ça y est, ok, je veux quand même mettre en place quelques tests pour améliorer pas forcément mon taux de conversion, mais du coup, plus mon revenu par utilisateur. C'est-à-dire que je ramène quelqu'un, je fais des publicités sur Pinterest, je ramène 1000 personnes sur mon site. Bon, mais comment je fais pour que ces 1000 personnes, elles me rapportent 250 € plutôt que 200 ou 1500 plutôt que 1250? Comment j'augmente ce revenu-là? C'est quoi les 3 tests ou 2 ou 3 tests que tu recommandes à faire en priorité qui ont plus d'impact? Quitte à optimiser un revenu par visiteur, autant aller chercher du profit par visiteur, soustraire ton coût produit et tes tarifs de livraison, par exemple, tout ce qui va contribuer à ta marge, parce que parfois, tu vas pouvoir augmenter ton AOV, tes conversions, mais réduire ton bénéfice final parce que tes packages sont plus lourds ou des trucs dans le genre. Tu vois, il y a aussi une question globale à prendre en compte. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Très juste, c'est parti. 3 tests très concrets. Bam. Allez, offre, carousel produit et livraison. Allez, vas-y, explique. Oui. Donc, offre, ok, carousel produit et livraison. Donc, offre, t'entends quoi par là? En fait, c'est un peu le truc de base. Et quelle métaphore je pourrais prendre? Mais en gros, si tu veux améliorer ton confort quand tu fais de la course à pied, le premier truc que tu vas faire, c'est tes chaussures. Tu vas pas commencer à acheter, je sais pas quel gadget supplémentaire, mais en gros, tu penses toujours à tes fondations et ce qui va créer la conversion, l'action de conversion en elle-même.
Évidemment, il faut prendre en compte la conversion et le panier moyen, même si dans tous les cas, plus le temps passe, plus le CRO devient un métier qui s'adresse majoritairement, surtout dans les débuts, à optimiser les revenus d'acquisition. Parce que c'est le plus gros poste de dépense de la marque. Donc, tu dois naturellement te concentrer sur le fait de créer plus de relations avec des nouveaux clients, parce qu'évidemment, plus le temps passe, plus tu vas pouvoir le corréler à une certaine forme de repeat, et on va dire ce qui se passe dans un second temps devient naturellement secondaire, parce que tu dois optimiser simplement le revenu de ces plus gros postes de dépenses de la marque. Pourquoi l'offre ? Pourquoi le carrousel d'images et pourquoi les tarifs de livraison ? Parce que c'est les fondations. C'est là-dessus que ta marque s'appuie principalement, et tout ce qu'il y a après autour hérite de ces grosses variables-là. Il faut penser vraiment comme une pyramide. Nous, on a documenté en interne une pyramide de l'impact, et en haut de cette pyramide, l'objection la plus forte sera toujours ton pricing, surtout quand tu arrives à stabiliser du trafic. Le pricing est un peu un élément qui fait partie de ton offre, et ensuite à l'intérieur de ton offre, tu vas pouvoir avoir les produits complémentaires, les gifts qu'il y a à l'intérieur, les quantités ou pourcentages que tu pratiques. Il y a plein de variables et de sous-segments que tu peux retoucher à l'intérieur, mais je sais et par nature que c'est l'endroit sur lequel par défaut il y a le plus d'impact, et si tu cherches à remettre en question d'autres choses, t'as pas le droit de le faire tant que tu n'as pas remis en question ton offre. C'est vraiment la pierre angulaire de la conversion sur ton shop. Surtout que, vu que tu optimises pour l'acquisition, ta marque, elle vit principalement d'utilisateurs qui sont déjà convaincus par ta créa. Ils sont prêts à acheter. Ils attendent juste les quelques modalités et de régler les derniers détails. Et donc, tu peux pas t'attarder sur ton footer, ton pied de page, ou des trucs la structure de ton menu, tant que tu n'as pas mis en cause ce qui crée vraiment la conversion pour ces utilisateurs convaincus, le cœur d'audience, celui qui achète. Et ensuite, tu vas pouvoir élargir. Pourquoi les tarifs de livraison ? Parce que c'est étroitement lié à ton offre, ça va ensemble. Attends, pour qu'on reste sur l'offre et le prix, parce que pour bien comprendre, donc, l'offre, donc, tu dis qu'effectivement, la plus grosse sensibilité d'achat, c'est le prix, ce qui me paraît logique. Donc, en clair, pour quantifier, quel impact ça peut avoir d'AB tester le prix ? Là, on se dit, ok, mais à quel point, bon, le prix, ok, je vais tester, j'étais à 20, je mets 25. Est-ce que tu as des exemples comme ça que tu pourrais me dire où, ok, bah, là on était à 30, on est monté à 60 ou on est monté à 40, et en fait le taux de conversion n'a pas bougé, l'impact il était incroyable, qu'on puisse se rendre compte à quel point ça a de l'impact. C'est simple, hein. En vrai, ça peut diviser ou doubler tes conversions. Et c'est le test qui a le plus d'impact sur ton shop, parce que si tu arrives à vendre 5 € plus cher pour chaque commande et que tu fais 2000 commandes par mois, la réalité c'est qu'il y a peu de tests qui peuvent t'apporter autant de donc ce qui a le plus d'impact, c'est tester le prix. Bah ouais, mais en fait ça va ensemble. En fait, il y a toujours un prix avec une perception de valeur. Et donc tu peux pas augmenter ton prix de 5 € d'un coup, parce que tu dois faire évoluer la perception de valeur en même temps. C'est pour ça que tu vas utiliser ton offre pour bien justifier ton prix et avoir une autre alternative ou quelque chose de plus sexy à balancer. Tu vas ajuster tes tarifs de livraison parce que ça fait partie intégrante de ce que l'utilisateur paye à la fin. Tu vas ajuster ton carrousel d'images produits parce que c'est la meilleure manière d'éduquer ton utilisateur visuellement. Aujourd'hui en e-commerce, c'est la première relation qu'on a avec ta marque quand on arrive sur ta fiche produit. Et en fait, tu vas toujours un peu limite repasser par ces trois variables, et peut-être que ton augmentation de prix t'y arrivera, t'arriveras à passer les 5 €, mais tu le feras peut-être en 3 fois, tu vois, plus ou moins. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc je vais faire la variation avec mon prix. Je fais un test sur le prix, donc effectivement je bouge le prix. Enfin, moi j'ai toujours souvenir de produits qu'on lançait à l'époque où j'avais lancé des produits en dropshipping à 30 €, tu vois. Effectivement, à passer un certain temps, on les a montés à 50. Et en fait, on avait vraiment une faible... Surtout sur les produits électroniques. Hein ? C'est radical. Bah ouais, mais en fait, de manière assez radicale, surtout quand tu testes des produits comme ça, en fait, au début, tu sais pas trop quelle valeur tu peux donner aux produits, surtout si c'est des produits électroniques. En fait, on peut être surpris par à quel point la perception du produit peut être plus élevée ou moins élevée. Effectivement, toute petite baisse de taux de conversion, mais on gagnait beaucoup plus au final avec ce prix plus élevé. Donc ça, c'est la première fois pour instantanément, ta marge explose. Ah bah c'est un truc de dingue, mais en fait le produit quand je le voyais comme ça, bah j'étais pas capable de me dire ok c'est 30 ou 60 ou je sais pas, tu vois, tu prends un produit genre Upload, tu vois ce que c'est le truc IA ? Non. C'est un
un produit, tu le mets là sur une salle de réunion et boum, ça écoute, Ok. ça écoute et ça fait des résumés IA. En gros, ils font ça pour les médecins, tu le mets là, hop, ça te fait un résumé IA de la consultation, des trucs comme ça. Et bon, bah, le boîtier fait cette gueule-là. Bon, bah, est-ce qu'il vaut 100, 200, 400? Bah, tu vois, il en vaut 400. Bon, ok. Bah, tu vois, tu m'aurais dit 100, j'aurais dit pourquoi pas, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué, en fait, sur des produits comme ça. Donc ok. En fait, plus le temps passe, plus tu vas ramener. En fait, c'est des bons tests à faire dès le début parce qu'après, tu te retrouves vite prisonnier en tant que Bah marque. ouais, tout le monde Parce te que connaît. tes utilisateurs te connaissent, il y a beaucoup de répétitions sur ton site. Pire encore, tu commences à être revendu en point de vente physique, pharmacie ou truc dans le genre. Là, t'es piégé, tu pourras plus toucher à ton prix parce que tu vas desservir potentiellement les acteurs retail qui resservent ta marque. C'est des tests qu'il faut faire fondamentalement au début parce que ta marque, elle est vouée à se développer et à grandir. Et ensuite, tu pourras plus l'ajuster de manière aussi flexible Ok. qu'au début. Et encore une fois, c'est les tests sur lesquels il y a le plus le d'impact. plus d'impact. Et ça reste un test. Ouais. La nature du test, c'est ta capacité à revenir en arrière. Tu es là pour apprendre quelque chose. Tu as des intuitions souvent. Tu as le collègue d'à côté qui a fait tant de trucs, tu aimerais bien l'implémenter chez toi. Rien n'est définitif et c'est ça qui est encore plus intéressant. C'est qu'aujourd'hui, c'est une source d'information supplémentaire. Tu récupères déjà de l'information par tes enquêtes utilisateurs, par tes analyses ou autres. La réalité, c'est que tout ça, ça te permet simplement d'effectuer ou de justifier des hypothèses qui vont être confirmées ou non par le test que tu fais. C'est la preuve d'information la plus forte. Ok. La source d'information la plus forte. Ça fait sens. Donc après, quand j'en viens à la livraison, qu'est-ce que je peux faire comme test sur la livraison pour... C'est quoi les meilleurs tests à faire? Est-ce que je teste si j'étais en livraison gratuite, je fais une livraison payante? Ok, mais comment tu formules ça? Qu'est-ce que tu as vu qui est plus pertinent? Palier tarif mode. Ok. Ok, très clair. Il arrivera comme ça, il me dit stratégie ABZ. D'accord, tout à fait. Palier tarif mode, et pareil, tu as beaucoup de combinaisons à faire. Bon, aujourd'hui en France, on a un marché dans lequel le point relais est très présent. C'est pas le cas sur les autres marchés, mais il y a aussi des... peu importe, restons focus sur la France. Aujourd'hui, généralement, l'average d'une boutique standard 80%, quoi, a un mode de livraison en point relais, un mode de livraison à domicile, plus ou moins. Un mode express, bref, peu importe. Un bon test à faire, juste, si tu as un palier de livraison offerte à partir de X euros, divise le palier de livraison en point relais et à domicile. Tu mets un palier de livraison offert à partir de 30 euros, même palier, seulement en point relais, et à 50 pour la domicile. Et déjà, les paliers de livraison, peu importe le prix que tu vas pratiquer derrière, limite les petits paniers. Et ton panier moyen, c'est la moyenne de tes commandes qui est principalement affectée par les petits paniers. Donc si tu veux augmenter ton panier moyen, cherche pas à vendre plus ou plus cher dans un premier temps, cherche à limiter les personnes qui dépensent peu sur ta boutique. C'est à ça que sert la mise en place de paliers, on va dire, de livraison. Ça, c'est redoutable. Ouais, et c'est très commun aujourd'hui en France. Les utilisateurs, on a la chance en tout cas d'avoir des utilisateurs qui sont habitués à avoir des paliers de livraison, autant en profiter. Il y a des standards aussi sur les tarifs de shipping, entre 2 et 5 euros en moyenne, parfois 6. Et sur les modes. Et après, encore une fois, il y a beaucoup de tests à faire sur lesquels trouver le bon palier, trouver le bon pricing. J'ai des exemples de tests où on rapporte du 50 000 euros de revenus mensuels et en pourcentage peut-être une dizaine de pourcents de conversion supplémentaire seulement en retouchant un prix de livraison. C'est quand on pense CRO ou optimisation, on cherche toujours à faire très complexe, à designer des nouveaux menus, des nouvelles pages, des structures complètes. Mais la vraie valeur, en tout cas au début, elle se cache sur des chiffres à remplacer et à changer. C'est vrai que moi j'avais vu une stat il y a longtemps de Shopify que 49% des personnes, si tu mets un palier de livraison, vont aller chercher le palier de livraison. Donc c'est redoutable quoi. Si tu mets un palier à, je sais pas, 60, 80, 100 euros, effectivement si tu dis que la moitié des utilisateurs vont aller rajouter des produits dans leur panier pour atteindre ce niveau-là, pour atteindre ce panier-là, effectivement l'impact que ça a sur ton panier moyen, c'est assez incroyable. Ouais. C'est connecté aussi au fait qu'il faut leur donner les produits à ajouter en question. C'est compliqué à faire si aujourd'hui tu as un produit seul monoproduit, que tu n'as pas l'offre qui va avec. C'est toujours un truc qui fonctionne ensemble. Vu que tu dois optimiser ton offre, ton palier de livraison, tout doit être
connecté. Si tu mets, ça doit avoir du sens. Ce palier de livraison n'est pas forcément calculé que par rapport à ton panier moyen. Ouais. Il est calculé aux combinaisons qui sont possibles, par rapport aux combinaisons qui sont possibles via ton offre ou les produits complémentaires pour que l'utilisateur y arrive et soit pas plus frustré qu'autre chose. Ouais, ça fait sens. Ce que j'aime bien effectivement avec toi Thomas, c'est que effectivement le fait que dans ton écosystème, tu as aussi le thème full stack. Parce que effectivement, le thème full stack, ce qui est le gros avantage du thème full stack par rapport à la concurrence, quand vous lancez dans une boutique e-commerce, je pense que je l'apprends en personne ici, à un moment donné, une des étapes importantes, c'est quel va être le thème de ma boutique. Le thème, c'est la template de design de ma boutique. La base, quoi. Bah, de toute façon, Toujours tu peux pas été avoir débat, tu es obligé d'avoir Ouais. un thème Shopify. Bon, quand on revient à cette question-là, quel thème Shopify on va avoir? Alors, on se dit, ok, bon, est-ce que je prends un thème payant, un thème gratuit? Bon, bah, au début, on se dit, j'ai pas trop d'argent, je vais prendre un thème gratuit. Je prends mon thème gratuit, puis ensuite, on me dit, ok, bah là, il faut que je mette tels avis. Puis on me dit, ok, bah, pour avoir des avis, il me faut une appli qui coûte 15 € par mois. Bon, après, il me faut tel truc. Puis en fait, on voit bien qu'on a vite 75, 100 €, 150 € d'appli par mois. Et là, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as créé le thème full stack. Donc, le thème full stack, c'est un thème qui inclut toutes ces apps, tout ce qui se fait de mieux en app, toutes les apps les plus populaires, toutes les fonctionnalités que les gens veulent, tout ça dans ce thème-là. Donc, en fait, tu as toutes ces apps pour le prix d'une seule app, qui est donc l'abonnement au thème full stack, plus tout ce que toutes les conclusions que tu as avec The Deployer, tout ce qui se fait de mieux, tous les résultats de ce que vous faites en termes d'A/B test, tu l'intègres direct sur le thème full stack. C'est-à-dire qu'un débutant qui arrive, qui paye effectivement sa petite licence full stack qui coûte pas grand-chose, résultat, il a toutes les apps les meilleures du marché, plus ce qui se fait de mieux en CRO, en optimisation d'entrée, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était comme un sacré raccourci. C'est pour ça que nous, on recommande toujours full stack. Et moi-même, tu vois, si je dois démarrer une boutique, j'utilise en base full stack parce qu'effectivement, c'est hyper pratique de ce point-là. Donc, à quelle fréquence est-ce que toi, effectivement, tu sais qu'il y a une grosse mise à jour de full stack récemment. On sait que Shopify a fait les thèmes 2.0, etc. Maintenant, il y a l'implémentation de l'IA, plein de choses comme ça. Donc, c'est quoi, effectivement, ta vision pour le thème full stack et à quel point est-ce que tu penses que voilà, ça impacte une boutique aujourd'hui d'avoir le thème full stack voilà. Ma vision, c'est d'avoir un maximum de e-commerçants qui débutent, qui explosent leur performance pour les retrouver un jour sur Deployer. Ouais, c'est ça C'est l'avantage. de faire rentrer et d'intégrer au maximum les conclusions qu'on tire. Parce qu'on a parlé de tests de fondation, tu vois, les prix, les offres, etc. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, on travaille sur des boutiques qui génèrent, pour certaines, plusieurs millions d'euros chaque mois sur la boutique Shopify. Voilà. Donc, on peut faire des tests beaucoup plus fins, des tests de structure de page, Là, des ça tests de fait sens, X sections ou quoi. Ce que toi, tu vas pas pouvoir faire avant d'avoir un très très gros volume de vente. Et aujourd'hui, tu vois, je t'ai dit d'optimiser ton prix ou quoi, mais ça, tu vas pouvoir le faire peu importe ta base de thème ou ton site. La réalité, c'est que du coup, maintenant, on connaît les structures qui fonctionnent par niche. Cosmétiques, prêt-à-porter, compléments alimentaires, etc. Et on vous les fournit. Vous les remplissez comme des textes à trous et vous vous concentrez sur l'acquisition parce que c'est là-dessus que vous allez avoir le plus gros levier à très court terme pour stabiliser des ventes. Et après, on a remarqué quoi ? On a remarqué qu'en moyenne, là, tu vois, on est, je sais pas, on est admin sur peut-être une centaine de Shopify. C'est 100 Shopify, ils ont un seul et unique point commun, c'est qu'il y a en moyenne 20 applications qui sont connectées sur leur shop. Alors, il y a des applications de tracking, il y a des applications d'email assez indispensables pour ton écosystème de e-commerce, mais il y a aussi des applications, et beaucoup, qui sont remplaçables, qui injectent des composants sur ton site. Parfois, c'est des bundles, parfois, c'est une barre d'annonce, un compteur ou autre. Et ces apps, elles ont un point commun, c'est que, évidemment, pour l'utilisateur, c'est pratique. Je l'ajoute en un clic, j'ai pas besoin de faire appel à un développeur, je peux la retirer, mais elles ont aussi des désavantages. Premièrement, elles ont tout un coût mensuel, quasi, si tu veux des apps pertinentes. Ouais, donc quand tu as 20 apps, si c'est 10, 15, 20 euros, tu es vite à plusieurs centaines d'euros en app qui injectent des composants, encore une fois, sur ton site, qui pourraient largement être intégrés par un développeur. Mais ça aussi, c'est assez contrainte, parce que c'est du temps, c'est encore plus coûteux potentiellement. Elles ont un problème aussi, c'est qu'elles sont rarement très compatibles entre elles, surtout sur les points sensibles. Sélection de variantes, offre, slide cart, t'as pas envie qu'il y ait un problème généralement à ces endroits-là, parce que si ça déconne, t'as pas de conversion du tout s'écroule. Et on a déjà eu des cas sur des très gros shops où il y a une mise à jour sur live de slide cart qui devient
incompatible avec l'app de bundle, plus personne peut ajouter au panier et on parle de milliers d'euros chaque heure de perte. Ah bah c'est clair. Là, on parle de pour taux de ce conversion pour gratter des pourcentages, mais si déjà 1% du temps, effectivement, le site il marche pas, c'est pas terrible, quoi. Problème qu'on devient... qui est très difficile à identifier parce que toi, t'es pas au courant que l'app, elle met à jour son composant ou quoi. T'es obligé de les supprimer limite une à une pour comprendre d'où vient la panne. Évidemment, t'as pas envie de te retrouver dans cette situation. Le dernier point, c'est que ça ralentit ton site parce qu'une app, c'est plus ou moins un site web externe avec sa propre base de données, ses propres composants qui sont chargés sur ton site. C'est comme si tu chargeais un deuxième site. Alors peut-être pas aussi lourd que ta base de site. Oui, ça ralentit ça la vitesse de prendre en chargement. compte aussi, ça ralentit ta vitesse de chargement. Et on sait l'impact de la vitesse de chargement sur le taux de conversion, c'est aberrant. Les personnes sont dans le métro, elles vont pas attendre 4 secondes. Je crois que c'était ça à l'époque. La page normale sur le web, elle charge en 4 secondes. C'est hyper lent en 4 secondes. Ouais. C'est-à-dire que t'es là dans le métro, tu lances ta page, t'attends 1, 2, 3, 4. C'est lent et très long. Ouais, c'est très long. Ouais, et même moins, je crois, c'est 3. 3, c'est un standard pour déjà avoir du contenu qui s'affiche grand max. Et l'autre dernier problème, c'est que les apps, elles sont là pour que tu payes leur membership, répondre à la proposition et ciao. Elles pensent pas beaucoup à ton écosystème global de marque qui a plein de choses à prendre en compte et de composants qui fonctionnent ensemble. Et on a remarqué que quand tu les désinstalles, ou même généralement, t'en testes plusieurs avant de trouver la bonne. Elles laissent toutes des résidus dans ton code et tu continues à charger l'application même quand elle a été désinstallée ou que tu ne l'utilises pas. Donc, truc de base, déjà, tu utilises thème ou pas thème. Quand tu vas utiliser des apps, particulièrement celles qui intègrent des composants sur ton Shopify, tu les intègres toujours sur un thème dupliqué et brouillon avant de trouver la bonne. Et évidemment, tu fais gaffe aux résidus qu'elle laisse, même s'il faut rentrer et mettre un peu les mains dans le c'est compliqué de faire ça. Ouais. Donc, tu n'as pas envie de te retrouver dans cette situation. Tu n'as pas envie de te retrouver. Et pour faire la transition avec le thème, le but, c'est d'intégrer les apps clés, phares, pour avoir des offres pertinentes, les tester, les remettre en question, avec 100 variantes sur la quantité, en buy X, get Y, des cross-sell, tout ce qu'il faut pour développer des structures de pages qui sont performantes, autant sur la partie composants visuels, informations, que sur la partie performance pure, offre, pricing, livraison. Non mais c'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un no-brainer. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 3 options. Soit tu choisis des apps, tu l'as dit, tu choisis des apps, tu as des problèmes de compatibilité, ça laisse du code, ta page elle charge moins vite, et en plus ça coûte plus cher. Soit tu payes un dev qui t'installe les apps, mais un dev ça coûte combien, 400-500 balles par jour. On facture 90 € de l'heure, nous par exemple. Ouais, voilà, donc ça va vite. Il te code tes apps sur ton thème, mais après, est-ce qu'il te fait une mise à jour? Est-ce que si demain il y a une amélioration qui peut être faite, il est là? Tu vois, bah non, tu seras obligé de le repayer constamment. Ou alors là, tu payes ton petit frais qui paye juste effectivement le prix d'une seule app. Tu as tout d'un coup, tout intégré, toutes les apps, elles sont en symbiose ensemble. Donc effectivement, ça fait sens, sans compter même le sujet du taux de l'amélioration de taux de conversion, parce qu'il y a toutes les bonnes pratiques intégrées, etc. Ouais. Donc ça fait sens. Aujourd'hui, sur des bases de thèmes qui sont très propres, parce que nous, le développement Shopify, c'est notre cœur de métier depuis des années. On travaille que sur cette stack technique. On a 5 devs full-time qui font que du Shopify à longueur de journée. On connaît toutes les meilleures pratiques. On est en contact avec Shopify eux-mêmes. On sait ce qui va se passer, comment la plateforme va évoluer. On a juste le thème par rapport aux meilleures méthodes de développement qui existent sur Shopify. Et là, avec la sortie du nouveau thème Horizon, on a déjà un thème qui est compatible et qui utilise toute la méthodologie de Shopify. À l'intérieur. Donc ouais, le but, encore une fois, c'est de fournir un outil qui vous amène de la performance, qui reste simple à configurer et intuitif au début. T'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie d'aller vite et de te concentrer sur l'essentiel. On ajoute de l'éducation. Quand tu rentres dans l'espace membre, il y a du contenu qui va te guider, te emmener dans la bonne voie et t'expliquer un petit peu sur quoi il faut te concentrer dès le début et comment récupérer ou exploiter les ressources. Et un support classique à disposition, c'est la moindre question. Trop cool, trop cool. On mettra le lien d'ailleurs pour ceux qui veulent dans la description si vous voulez checker le Fullstack. En plus, vous faites une période d'essai gratuite en ce moment. Ouais, on a ajusté l'offre évidemment avec le lancement et là on est sur 14 jours d'essai gratuit. Il faudra rentrer tes informations bancaires, mais tu démarres ta période d'essai
installes le thème sur ta boutique, donc du coup gratuitement sans être débité. Tu vas pouvoir bénéficier ou utiliser directement les modèles en un clic qu'on a mis pour toi. On te donne même des structures de carrousel d'images à remplacer. Commencer à paramétrer ta boutique, voir si l'expérience c'est marrant, t'as même les meilleures pratiques d'image en carrousel. Ouais, exactement. Ah ouais, ça c'est bien. Bah, ça pour le coup, ça a de la comme valeur. je te l'ai dit, tu vois, dans les tu 3 donnes fondations. tout ce que vous faites, tout l'écosystème, tous les résultats, tous les meilleurs tests, t'as tout quoi. Dans les 3 fondations, il y avait, je t'ai dit, offre, shipping et carrousel. Ça va ensemble. C'est le mix d'une bonne structure de page. La performance, c'est le mix d'une bonne structure de page, en tout cas sur le site, et un carrousel qui est bien structuré. Et plus le temps passe, plus on a repris un petit peu les codes d'Amazon aujourd'hui en e-commerce, où tu mets beaucoup d'éducation à l'intérieur de ton carrousel produit. Tu ne te contentes pas juste de mettre une image de ton produit dépourvu d'infos. Ouais, des petites bulles, ok, fonctionnalités, comme le produit en utilisation, etc. Avec une structure, encore une fois, dans l'ordre, tu vois, tu connaissais un peu les structures de copywriting, les AIDA ou les trucs dans le genre. Bah voilà, il y a une structure à adapter qui va être aussi différente par niche. Donc on te les fournit en même temps. Et pour finir, 14 jours d'essai. Si ça te plaît pas ou l'expérience te convient pas, fais-nous un retour quand même au support, explique-nous pourquoi, pour qu'on ajuste continuellement le produit, mais tu peux l'arrêter quand tu veux. Trop cool, super. Bah, Thomas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Je pense qu'on a appris plein de choses sur le CRO, l'A/B test et tout. C'était super. Donc, merci d'être passé sur la chaîne YouTube. Si ça vous a plu, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à plein d'autres vidéos. On vous montre mon visite, des visites de notre usine en Chine, etc. Il y a plein de belles choses à y voir. Si ça vous intéresse, si vous voulez aussi vous lancer dans l'e-commerce, on a aussi un cours offert qui explique notre stratégie, comment on fait pour se lancer dans l'e-commerce, etc. Vous aurez aussi le lien dans la description. Et voilà, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thomas avec Thomas. À la prochaine. Ciao la team. Salut tout le monde.